de création autour des naissances. J'ai créé un mouvement qui s'appelle les enfantements libres, autonomes et joyeux pour ramener la liberté, l'autonomie et la joie dans cet espace de naissance. Et actuellement, il y a la création de différents modules autour des arts, des naissances souveraines qui sont en train de se créer au fur et à mesure. C'est vraiment une volonté de remettre la naissance dans la continuité du grand vivant, en grande simplicité, et d'allier les arts, donc le mouvement, la voix, le corps, les connaissances, et tout remettre dans les bras des parents, parce qu'ils sont, selon moi, la seule autorité dans leur chemin de parentalité. Et donc Sabine, sage-femme pendant 25 ans, et puis j'ai pris un autre statut aussi de consultante et formatrice autour de la conception et de la natalité, et vraiment la préconception, c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller le plus, parce que je sais que c'est par là qu'il faut passer pour justement que les couples reprennent leur souveraineté. Donc ça fait j'ai envie de dire 4-5 ans où je commence à tourner autour de ça, et de plus en plus, parce que je me rends compte que c'est ça qui est la base pour que le couple puisse aller vers une naissance souveraine, heureuse, joyeuse. Donc c'est vraiment hyper important d'aller vers ça et d'accompagner ces couples-là. Parfois il leur manque juste quelques connaissances, quelques pratiques, donc ça me semble important qu'on les accompagne dans ce sens. Ce qu'on voulait vous partager, c'est essentiellement quelque chose qui vient de notre expérience en fait des accompagnements, puisqu'en fait on pourrait vous faire un long discours théorique sur pourquoi on croit en la préconception, etc. Mais de partir de nos réalités, de nos partages, c'est vraiment beaucoup plus concret et réel pour nous. Alors pourquoi la préconception ? Pourquoi accompagner avant de concevoir un enfant? Et déjà, qu'est-ce que la préconception? C'est en fait en France, c'est très peu connu. Et cette définition, c'est la saison avant la conception de l'enfant. Dans les mémoires transgénérationnelles, on parle souvent quand même des 9 mois avant conception. Puis on va le voir au fur et à mesure combien cet espace est important. La préconception, j'en ai plusieurs exemples, mais en fait c'est venu à moi depuis l'endroit où j'ai eu des témoignages de parents sur 11-12 ans d'accompagnement, mais aussi il y a ma propre expérience. Donc en fait le premier qui m'a initiée à la préconception, c'est mon fils, et ça a été vraiment le constat de... Mais en fait, avant que je sois enceinte de lui, il m'a demandé de faire comment on appelle ça, la terre rase. J'habitais sur un lieu, j'ai eu l'info, il faut que je quitte tout, j'ai tout vendu. Et je suis partie, et l'homme avec qui j'étais, donc son père, je lui ai dit, bah écoute, je pars, tu viens ou tu viens pas? Et il a fait le choix de partir avec moi, et 3 semaines après, j'étais enceinte. Et on était au bord du lac Léman, en Suisse. Et après, j'ai décortiqué, j'ai observé tout ce qui s'était passé avant que je sois enceinte. Et j'ai pu voir en fait tous les signes qui me montraient en fait que inconsciemment, et c'est pour ça que j'ai envie de nommer cette histoire, parce que souvent quand on parle de préconception, on croit qu'on doit faire plein de choses. Alors oui, il y a des choses à faire, à être surtout, mais ça se fait par soi-même en fait aussi, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse. Enfin, parler de préconception, on arrive un petit peu à la question métaphysique quand même de où on vient, et on n'y échappe pas. Et en fait, cette histoire avec mon fils, c'est assez fou, parce que je l'ai retrouvé dans plein de parents et plein d'expériences. À chaque fois qu'il y avait des couples qui venaient, qui étaient enceintes, je leur demandais, alors qu'est-ce qui s'est passé 9 mois avant la conception? Et à chaque fois, en fait, il y avait des choses qui étaient là. Donc voilà, on pourra un petit peu plus partager là-dessus. Et dans les exemples qu'il y a, pour moi, en fait, il y a des parents, des femmes qui sont venues... pas depuis une difficulté, mais une envie en fait de prendre soin du terreau.
C'est comme quand on vient semer une graine ou planter un arbre, en fait, on prend soin de la terre avant. On la prépare, c'est sur le rythme saisonnier. Il y a toutes ces saisons qui passent et on prépare ce terreau pour le moment où c'est le moment, en fait, de semer cette graine ou de planter cet arbre. Et dans le monde de la naissance, en fait, dans notre société, on l'a complètement oublié. On l'a... Enfin, c'est juste où on choisit, ah, c'est maintenant et on fait gaffe, ou bien c'est une surprise. Et moi, je trouve ça intéressant, depuis le retour qu'on a dans nos expériences, en fait, de pouvoir remettre cette saison de la préconception vraiment... Enfin, de la réintégrer en fait dans le monde de la naissance, parce que du coup on parle de la grossesse, du moment de l'enfantement et du postnatal, mais tout ça c'est une continuité en fait qui se prépare, qui se construit depuis la préconception. Et la préconception c'est vraiment ce moment, c'est une entrée, enfin c'est là où on est devant la porte et on se dit bon on crée une famille. T'es d'accord? Et il y a vraiment cette question-là qui est là, et là, il y a tellement à respirer, à questionner, bref. Et donc, ce temps préconceptionnel, alors j'ai pas mal d'exemples. Alors moi, j'ai des femmes qui ont eu 25 ans de préconception et qui ont été enceintes à plus de 40 ans. Et parfois, ça dure juste quelques mois, quelques années. Enfin, pour dire que cette période, elle a vraiment pas de réalité temporelle. Et ça, je trouve ça vraiment pertinent parce que ça arrive quand c'est prêt, en fait, quand on est prêt à l'intérieur. Mais je vais me contredire tout à l'heure parce qu'en fait, est-ce qu'on est un jour vraiment prêt à être parent? Je ne sais pas. Parce que quand c'est notre premier, franchement, on plonge vers un grand inconnu et en fait, on se fait être parent. Pour moi, dès la préconception, parce que c'est là qu'on malaxe cette pâte et qu'on travaille cette terre. Donc dans les exemples, j'en ai des trop... Enfin moi, ça me fait kiffer à chaque fois. Chaque fois, il y a un couple, ils sont venus à un stage que je fais, connexion d'âme, intuition et incarnation. Et ils sont venus à ce stage. Et donc je fais des exercices de connexion d'âme, de cœur, etc. Et pendant ce stage-là, elle reçoit... conception d'un enfant en bord de l'océan avec un hippocampe. Ah, c'est quoi ce truc, quoi? En plus, elle pensait pas être très connectée, enfin, jouer à ce jeu-là. Et en fait, 1 an et demi après, leur bébé a été conçu en Bretagne, dans une maison qui était vraiment au pied de l'océan. Et le gîte s'appelait les Chevaux de mer, enfin, quelque chose comme ça. Donc, elle se souvenait de ça et elle m'a dit, mais c'est incroyable! Donc voilà, et cet être que j'ai accompagné et qui est né l'année dernière en été, enfin j'ai eu la chance de les accompagner par la suite et d'être à la naissance. En fait, il portait vraiment le message de l'eau, c'était vraiment d'une grande beauté. Voilà, il y a toute une histoire avec l'eau où son père a peint une baleine magnifique pendant la grossesse et le bébé est né sous le tableau de la baleine. Enfin, voilà, j'aime bien cet exemple-là, mais il y en aurait vraiment des dizaines et des dizaines en fait où on voit qu'en préconception, il y a déjà un fil rouge de cette histoire de cet être, de cette âme, de ce fœtus qui vient donner des messages aux parents. Et aussi où les parents se préparent aussi à recevoir. J'ai des parents qui reçoivent le prénom avant même la conception et où ça les guide en fait à pouvoir accompagner leur bébé à arriver, à venir s'incarner. Il y a des mères en fait qui sentent vraiment une présence, d'un coup une présence et pendant des mois, des années sentent et le couple aussi. Enfin, c'est selon nos perceptions, c'est vraiment on sent qu'il est là en fait. Il est là, mais il n'est pas encore incarné. Il y a aussi des femmes qui témoignent d'un travail particulier dans leur utérus, parfois pendant des mois, des années, comme quelque chose qui se densifie. Ou le cycle qui bouge un peu. Et aussi, parfois, et ça c'est assez courant, il y a des bouleversements de vie, comme je viens de dire. Ça peut être autant alimentaire qu'un grand déménagement, que des décès dans la famille. Vraiment venir observer ces bouleversements qu'il y a avant. J'ai vraiment observé qu'il y avait comme cette lignée en fait qui se préparait à accueillir ce corps de femme, ce corps d'homme, le couple, etc.
j'ai aussi l'autre côté, vu que j'accompagne les adultes à revivre et à réactualiser leur propre naissance. Et ben j'ai aussi ce côté du prisme-là, en fait, du fœtus à travers ces groupes. Et c'est vraiment passionnant de voir comment ces adultes qui n'ont pas forcément conscience de ce qui s'est passé au moment de la préconception, en fait, viennent témoigner qu'ils ont vécu quelque chose, qu'ils ont ressenti ou pas, d'être accueillis avec amour ou pas voulu, même avant la conception, et d'avoir une mémoire cellulaire de ce moment de conception qui est vraiment symbolique et qui pour moi parle vraiment de ce qui a à travailler de l'intérieur en couple dans ce yin qui se met vraiment en ovule réception, qui attend longuement. Et comment à la femme il est proposé de pouvoir se poser dans son yin pour pouvoir recevoir. Tu parlais du stress. Comment on peut rentrer dans cet espace où on prend le temps de recevoir et d'accueillir notre enfant, en fait, dans notre utérus, dans notre chair, dans notre cœur, dans notre âme. Et comment le yang, lui, qui vient cheminer et s'entraider, en fait, arriver jusqu'à cet ovule et attendre l'autorisation, parce que c'est vraiment l'ovule qui réceptionne, qui ouvre à un, et dès qu'il y en a un ou deux qui est ramené, en fait, il y a comme une pellicule, en fait, qui se rigidifie et qui ferme. Et là, il y a des photographies actuellement au moment de la conception où il y a vraiment comme un Big Bang qui se fait. Il y a des photos vraiment magnifiques où ça... Et je trouve que ça, dans la symbolique, en fait, ça vient vraiment parler de ce qui se prépare dans le couple au moment de la préconception. Alors, dans les exemples, moi, je pourrais en avoir plein, mais je pourrais aussi vous nommer comment on entre dans un accompagnement, parce que depuis ces exemples-là, en fait, il y a vraiment... on entre dans un accompagnement depuis la réflexion du projet de famille. Et pour moi, donc il y a ça, où on arrive dans la préconception. Il y a on est enceinte et waouh, il nous faut de l'info, on ne sait pas grand-chose, vite. Et c'est notre prochain enfant, notre énième enfant. On a vécu des choses et là on a envie de vivre quelque chose différemment et on a envie de le préparer, cet enfantement. Où on rentre depuis des espaces de difficultés traumatiques, infertilité, des peurs, etc. Moi, je vais plutôt parler de la réflexion du projet de famille, parce que c'est là que les personnes viennent à moi. Et j'aime bien rappeler que, en fait, depuis toujours, dans notre société, la préconception est oubliée, mais en fait, dans plein de traditions et plein de peuples, en fait, c'est juste normal. En ayurvédique, on prépare un corps, on prépare le corps d'une femme par l'alimentation, par des massages, par des plantes, par une manière d'être même. En Scandinavie, dans d'autres pays, en fait, on prend soin que la femme, elle travaille moins, en fait, pour pouvoir être justement plus à même d'eux. Et j'aime bien, il y a un peuple qui s'appelle le peuple Imba, où la naissance de l'enfant est réelle depuis le jour où l'enfant a été pensé dans l'esprit de la mère. Et ça, on le retrouve par Mikhaïla Ivanov, etc., où l'enfant naît au moment de la première pensée qu'on a de lui. Et cette mère, dans ce peuple Imba, quand elle a cette première pensée, elle va au pied d'un arbre seule, et elle reste en connexion avec ce bébé, et elle récolte le chant de ce bébé. Et quand elle a reçu le chant, elle va voir le père et elle lui transmet, et ils le chantent ensemble avant chaque acte d'amour dans ce décor pour pouvoir accueillir, créer ce chant d'amour, en fait, pour dire bienvenue à toi dans notre Graal d'amour. Ça y est, on est prêt. On ne sait pas trop où on va. Chez nous, chez les Imba, il y a la communauté, c'est cool. Chez nous, il y en a un peu moins, on va la créer, c'est pas grave. Mais vraiment, il y a ce chant. Et après, ce chant, il est nommé, chanté au moment de la naissance de l'enfant. Et il est transmis à toute la communauté pour qu'après, quand l'enfant a besoin de se souvenir de qui il est, eh ben, quelqu'un de la communauté puisse le chanter. Et j'aime bien, en fait, ces témoignages. On peut trouver plein de sources comme ça où la préconception, en fait, de par le monde, est réelle. Ce que j'aimerais vous partager, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est la préconception? Alors, quand on est un couple et qu'on a la conscience qu'on a envie de préparer
En fait, ça commence vraiment par l'espace du questionnement. La préconception, pour moi, ça résonne avec l'harmonie. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet accompagnement l'harmonie. Et c'est comment je vais mettre de l'harmonie et me questionner, en fait, sur mon devenir parent. Parce que c'est quelque chose qui se devient, en fait, en étant parent au fur et à mesure. Mais c'est aussi quelque chose qui se questionne profondément. Et de pouvoir s'harmoniser dans une vision commune dans le couple, ça vient déjà poser un socle, une base qui permet vraiment aux parents de pouvoir être en commun dans ce chemin de parentalité qui commence dès ce moment-là, dès la première pensée. Et comment on va nourrir cette pensée au fur et à mesure dans une clarté ensemble. Donc c'est se questionner sur son chemin de vie, sur son chemin de père, son chemin de mère. Et pour ça, j'ai créé un questionnaire de 9 pages, pour vous dire. Un questionnaire en fait que je propose aux parents pour qu'ils puissent se questionner sur plein d'espaces. Je l'ai fait par chakra pour pouvoir passer autant du temps de l'esprit jusqu'au socle. Et ça permet vraiment de voir où on en est. Pour moi, il y a vraiment ce constat en fait où j'en suis moi en fait dans ce désir d'enfant, où tu en es toi, où on en est nous, et depuis là en fait pouvoir se positionner. Ok, je suis prêt. Ok, en fait si on a un enfant, c'est dans ce contexte, c'est de cette manière, etc. Parce que reprendre sa souveraineté et se questionner en amont, ça permet vraiment une grossesse, un enfantement et une parentalité par la suite qui sera vraiment, je pense, plus harmonieuse. Malheureusement, on a des constats parce que c'est très nouveau en France, la préconception. Mais nous, on commence à avoir un peu des constats sur les bienfaits. Mais je pense que c'est dans 20 ans, tout comme là, les doulas, quand j'ai commencé, c'était pas du tout connu. Et maintenant, il y en a beaucoup. Et on commence à voir les bienfaits d'être accompagné par une tierce personne, par une sage-femme et une doula lors de grossesse. Donc après qu'on soit positionné, il y a le fait d'harmoniser en fait les espaces qui sont pas forcément en accord. Et après, c'est le moment merveilleux, j'adore, c'est pouvoir ouvrir en conscience. C'est vraiment à un moment donné quand on se sent dans le couple prêt, sans qu'on soit jamais vraiment prêt, je vais à chaque fois le dire. En fait, c'est un choix commun, dire ok, c'est bon, là on peut ouvrir et on peut ouvrir cette danse de corps, cette sexualité ensemble dans l'intention de concevoir. Et donner l'autorisation en fait cellulaire, ADN, de cœur, de vision et dans l'utérus au niveau du col, c'est dire un grand oui à la vie en fait pour cet être qui arrive. Et dire un grand oui à la parentalité, oui à cette union de notre couple en fait qui a une vision qui se voit à long terme, à moyen, long terme dans cette famille. Donc cet accompagnement, moi je ne peux pas le voir autrement que holistique et global, qui inclut à la fois le corps dans tous les exemples que tu as montré, comment l'émotionnel, le psychique, notre passé en fait, comment nous on a été éduqués, parce qu'on est encore des générations qui avons été éduquées. Quelle vision, en fait, quelle image on a du père et de la mère qui s'est construit depuis nos propres parents, et comment on peut re-questionner ça aussi pour pouvoir arriver depuis un espace où on a la joie de devenir père, la joie de devenir mère. Il y a pas mal de femmes qui sont venues vers moi, par exemple, ou d'hommes qui étaient dans la peur de perdre la liberté. Ce qui ressortait, il y avait peur de la perdre la liberté, peur que ça prenne trop de place dans leur vie, peur de ne pas pouvoir exprimer toutes les facettes de la femme et de l'homme, comme perdre son travail, des choses comme ça. Et c'est intéressant de pouvoir à chaque fois dans le fait de se questionner, se positionner, faire des choix, harmoniser et ouvrir en conscience. Tout ça en fait ça a été vu en amont et vraiment ça peut ouvrir à une réalité où il y a moins de peur et c'est plus l'amour, la joie, l'autonomie et la liberté qui va guider ce choix. Après, on reste des humains, n'est-ce pas? De toute façon, ces enfants vont venir nous initier, donc
Moi, franchement, la première année avec mon gamin, j'ai eu l'impression de faire 15 ans de thérapie en un an. J'étais dans un vortex énorme, mais c'est merveilleux. Enfin, ça fait la femme que je suis aujourd'hui et je remercie grandement cet être. Mais je pense vraiment que s'il y avait eu de la conscience en préconception, dans une vision commune avec son père, dans d'autres choses, en fait, j'aurais vécu tout le post-natal. Je me serais pas posé ces questions à ce moment-là, en fait. Ou même pendant la grossesse, je me serais pas posé les questions de qu'est-ce qui est juste pour nous. Est-ce que c'est à domicile? Est-ce que c'est en maternité, en maison de naissance, seul dans la forêt, accompagné, comment, par qui? Enfin, il y a tout ça qui vient. Et après, bien sûr, ça peut changer pendant la grossesse parce que de toute façon, la vie est mouvement, donc c'est une illusion de vouloir figer sur quelque chose, mais surtout dans une parentalité. Mais voilà. Donc, par rapport au temps, ouais, j'avais cette réalité cellulaire et énergétique ou la préconception. En fait, ce moment, on peut poser le oui. Il peut être dans le cœur, dans le corps. Il prendra peut-être un peu plus de temps. Et comment on peut être en confiance en fait avec ce grand mystère où à un moment donné, c'est le moment quoi. C'est le moment, il y a ce Big Bang, il y a cette fusion et c'est le moment. Et moi j'ai vraiment senti la conception de mon fils et ça a été vraiment incroyable et je vous le partage là, au moment de la conception, j'ai su que je concevais parce qu'en fait j'ai senti la peur. Et il y a vraiment, à l'intérieur de moi ça fait... Est-ce que tu es prête? Et est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Et là, j'avais le choix de dire oui ou non. Et je sais que si j'avais dit non, j'aurais pas conçu. Et là, en fait, j'ai dit oui. Et puis, et la conception s'est faite. Donc, c'est intéressant aussi qu'au moment de la conception, en fait, cette autorisation cellulaire de l'ovule, en fait, peut vraiment être consciente. Donc là, on parle vraiment d'un chemin de conscience. Et du pouvoir des intentions aussi. Oui, ouais. Parce que c'est vrai que quand tu parlais de choix, il est clair qu'à partir du moment où on a des connaissances et qu'on a la conscience aussi et qu'on sait ce qu'on veut, en fait, on peut tellement tout matérialiser. Là, on parle de préconception, mais on pourrait l'englober sur quelque chose de beaucoup plus général. Et c'est clair que c'est important de prendre en considération le multidimensionnel et pas uniquement le physique, l'émotionnel. Enfin, voilà, ce que tu amènes, en fait, c'est aussi ça. Et ouais, il y avait plein d'exemples qui arrivaient là en t'entendant sur tout ça. C'est important pour nous de pouvoir ouvrir à tous les parents parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a une croyance. Enfin, nos croyances sont à des espaces complètement différents. Mais quand même, dans ce champ de la préconception, il y a cette question métaphysique dont je parlais au début, où il y a beaucoup de témoignages avec cette réalité d'un contact et qui vient questionner en fait d'où on vient. Et je voulais juste vous nommer un petit peu tous ces espaces dans lesquels on peut se questionner quand on est en projet de famille. Déjà, c'est d'où vient mon désir, où j'en suis avec ça dans un désir d'enfant. Est-ce que accueillir un enfant dans ma vie, c'est le moment pour moi, pour nous? Il y a tout le domaine aussi de la fertilité et la sexualité, en fait. Où est-ce qu'on en est avec ça? Il y a l'harmonie du corps, avec la conscience de l'utérus, la conscience de la semence, l'alimentation aussi. En Ayurveda, il y a beaucoup de massages à l'huile de sésame. Enfin, on pourrait rentrer dans beaucoup de détails, mais c'est pas tellement l'intention. Mais d'en prendre soin du corps qui devient vraiment essentiel. L'harmonie du cœur avec le couple, l'amour pour la vie, d'où j'en suis dans ma propre incarnation, dans mon amour de moi-même, amour de mon corps, de mes émotions. L'harmonie de son histoire, que tu as pas mal nommé, les mémoires de lignée, mes antécédents aussi, en tant que femme. Et l'harmonie du contexte, ça... pour certains couples, c'est vraiment important, pour d'autres, beaucoup moins. Mais ça concerne tout ce qui nous entoure, en fait. Et je vois que dans la Drôme, là où j'habite, il y a énormément de familles qui arrivent de Paris, de Lyon, etc. Parce que dans leur désir d'enfant ou après avoir enfanté, ils veulent accueillir et être parents plus en nature, en cohérence intérieure. Donc ça questionne tout ça. C'est dans quel environnement, quel foyer, comment j'aligne mon travail, la rentrée d'argent, etc. Enfin, dans vraiment ce côté très concret.
Puis après, il y a l'harmonie de l'esprit, le lien avec le bébé qui s'en vient, communiquer avec cette âme, où j'en suis dans mon intuition connexion, la conception consciente, etc. Se positionner, ça vient vraiment tout simplement de qu'est-ce qui est juste pour vous à cet instant, pour ce projet de parent, pour cet enfant dans votre couple. Voilà ce que je pourrais nommer ouvrir les portes quand on arrive dans tout ce questionnement et dans toute cette suite. Ouvrir les portes, ça peut prendre plein de formes et j'ai envie de nommer un exemple d'une femme qui essayait d'avoir un enfant depuis un moment et puis elle a contacté en fait qu'avant de devenir mère, elle avait besoin de rentrer dans la communauté des femmes. C'est ce qui lui était venu. Et donc, elle avait voulu créer une cérémonie avec toutes ses amies autour de ça. Donc, on l'a préparé pendant un temps, mais c'était vraiment dans cette intention de préconception. Et en fait, la conception a eu lieu la veille de la cérémonie. Et donc, une semaine après la cérémonie, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Donc, ouvrir les portes, ça peut prendre cette forme-là, que ce soit dans le couple ou en groupe, en cercle. C'est surtout un état d'être, je crois. C'est un oui de l'intérieur et qui va au-delà du mental, parce que le mental, en fait, il pourrait trouver toujours multiples raisons pour pas avoir d'enfant ou pour mettre à plus tard ou pour se sentir comme poussé en urgence aussi avec la question de l'âge. On pourrait en parler aussi, mais c'est un tout autre sujet. Mais voilà. En tout cas, pour moi, cette préconception et vraiment tout cet accompagnement à la naissance questionne vraiment comment j'accueille un nouvel être dans ma vie, comment j'accueille dans mon utérus, comment j'accueille dans mes bras, dans mon cœur de père, mon cœur de mère, et comment, de manière plus globale, et c'est un peu l'intention de cette conférence aussi, c'est comment dans notre société, en fait, on accueille un nouvel humain, en fait, dans la communauté. Et pour moi, ça parle... Enfin, je peux pas m'empêcher de parler de communauté parce que c'est vraiment l'une des choses qu'on observe beaucoup, en fait, le manque de communauté autour de la naissance. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des exemples qui vont être liés à nos expériences propres. Hein, c'est ça qu'il faut voir, parce que c'est vrai que toi, tu accompagnes plus des personnes, si j'ai bien compris, qui ont conscience que la préconception est importante et c'est vraiment chouette de passer par là avant d'aller vers la grossesse. Et moi, j'ai tendance à attirer plutôt des couples qui ont des difficultés à concevoir. Parce que j'ai une expérience de 2 ans en assistance médicale à procréation. Et dans les suites de mes expériences, je me suis rendu compte que il y avait quand même beaucoup de couples qui y arrivaient spontanément alors qu'ils ont un parcours parfois très très long. Donc moi j'ai surtout abordé ça. Donc les accompagnements que j'ai pu faire, c'est d'abord en prénatal. En prénatal, j'ai eu par exemple une femme qui avait plusieurs facteurs à risque, une hypertension avant la grossesse, une obésité qu'on dit morbide quand vraiment il y a des risques pendant la grossesse et la naissance. Elle avait une maman qui avait fait ce qu'on appelle une prééclampsie. Alors pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est une prééclampsie, c'est une décompensation de l'hypertension de la mère qui peut avoir des conséquences graves, voire vitales sur la mère et sur l'enfant. Et elle avait également une sœur qui a eu la même complication pendant cette grossesse. Et moi je la vois arriver à 4 mois de grossesse avec tout ça. Et je l'accompagne en prénatal et on a réussi à faire en sorte de limiter le risque de prééclampsie, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée en fin de grossesse avec, grâce à cet accompagnement, en fait, avec tout simplement une protéinurie. La protéinurie, c'est vraiment un début de décompensation de son hypertension, mais on a réussi quand même à faire que malgré le traitement qu'elle avait pour sa tension et le bagage qu'elle avait, on a réussi à faire que sa tension diminue au fur et à mesure qu'elle avançait dans la grossesse, au point elle n'a plus besoin de prendre son traitement anti-hypertenseur. Elle a pris en compte le fait qu'il fallait qu'elle ait une activité sportive, qu'elle ait une alimentation plus saine, qu'elle arrive à faire d'autres pratiques style cohérence cardiaque. Et tout ça a fait qu'elle n'est pas allée vers une prééclampsie, cette femme-là, alors qu'elle avait vraiment tous les facteurs.
Donc là, je dis, tiens, on peut déjà faire quelque chose en prénatal, mais c'est vrai que si cette femme-là, je l'avais vue avant, et c'est ce dont elle m'a parlé après son accouchement, elle m'a dit, Sabine, la deuxième grossesse, c'est sûr, je ferai beaucoup de choses avant la conception de l'enfant, parce que j'ai pris conscience que si je fais des choses avant la conception, je vais éviter les risques que j'ai eus autour de la naissance, parce que la naissance n'a pas été si simple que ça du fait de son obésité, par exemple. Donc elle savait qu'elle avait un préalable à mettre en place pour limiter les conséquences autour de la naissance. Donc ça, c'est un des premiers déclencheurs que j'ai eu pour faire des accompagnements en préconception. J'ai vu également 2 femmes qui se sont suivies de près en assistance médicale à la procréation. Elles avaient des facteurs, des étiologies, des causes en fait qui étaient différentes. Elles avaient un parcours PMA pour une infertilité autant masculine que féminine. Et j'aime pas dire infertilité, mais bon, j'utilise mon jargon médical comme je l'ai appris. Et ces femmes-là, en fait, on avait instauré dans le service le fait de pouvoir les suivre également en prénatal à partir du moment où elles avaient un diagnostic de grossesse positif. Parce que les couples nous avaient vraiment dit ça serait vraiment chouette que vous puissiez continuer de suivre. On se sent vraiment abandonné quand on a le diagnostic de grossesse positif et que derrière on passe sur un autre secteur d'activité alors que vous êtes là et que on a une sensation d'abandon. Donc on avait instauré ça pour qu'elles puissent avoir une continuité du suivi. J'ai pu les voir jusqu'après leur accouchement, puisqu'entre temps je me suis installée en libéral et j'ai pu les accompagner au-delà. Et c'était vraiment chouette parce que ces femmes, elles ont vraiment, de par leurs expériences passées, compris ce qu'elles pouvaient mettre en place pour faire mieux que sur la grossesse précédente, puisque c'était leur deuxième enfant à toutes les 2. Donc elles ont eu des accouchements moins compliqués qu'à la première grossesse, puisque la première grossesse était aussi assistée médicalement et elles avaient eu des parcours très compliqués, donc elles ont fait mieux de par leurs expériences. Et toutes les 2, elles sont revenues en postnatal après en me disant non mais là... vu notre parcours, ni l'une ni l'autre n'avait besoin d'une contraception. On m'ont dit c'est pas la peine qu'on ait une contraception. De toute manière, ça marche pas tout seul, donc ça sert à rien. L'une d'entre elles m'avait dit oh mon idéal de famille ça serait 3, mais bon ça serait vraiment une belle surprise si ça arrivait spontanément, mais je ferais pas à nouveau de parcours de PMA. Et la deuxième m'avait dit non franchement moi je suis sûre que ça ne marchera pas sans PMA. Et elles sont revenues toutes les 2 me voir avec des diagnostics de grossesse pour leur 3e enfant, des grossesses spontanées à quelques mois d'intervalle, toutes stupéfaites en me disant mais c'est pas possible, comment c'est possible qu'on soit enceinte spontanément alors qu'on n'a pas réussi jusque là. Bon, alors on pourrait trouver plein de choses, le lâcher prise, le fait d'être vraiment dans l'amour dans leur couple et puis on n'y pense pas et puis c'est le bon moment, voilà, on pourrait trouver plein d'arguments, mais je trouvais ça assez intéressant de vous le partager parce que quand on suit les femmes pendant plusieurs années, on voit vraiment que l'expérience joue énormément sur leur parcours. Après, je peux vous donner plein d'autres exemples que j'avais donc un petit peu notés quand même pour ne rien oublier. J'ai une femme par exemple de 33 ans qui avait un désir de grossesse depuis 2 ans. Elle avait fait un début de parcours d'assistance médicale et on n'avait rien trouvé au niveau médical. On appelle ça une origine idiopathique quand c'est comme ça. Elle a commencé des inséminations artificielles puisque ça faisait quand même un moment qu'elles essayaient spontanément. Et elle est venue me voir en entretien préconceptionnel pendant une pause, puisqu'une amie lui avait dit tiens, peut-être que tu peux aller voir cette personne-là, elle peut peut-être faire quelque chose pour toi. Et ce qui est ressorti principalement, c'est du transgénérationnel. Vraiment une histoire familiale qui était souffrante, avec une phrase clé qui l'a fait pleurer pendant quelques minutes, qui a été « Je ne veux pas reproduire ce que ma famille a fait ». Et cette phrase clé, ça a été vraiment le déclencheur d'une émotion extrêmement forte qui lui a permis vraiment de lâcher beaucoup de choses par rapport à son histoire familiale. Et 3 semaines après l'entretien, elle m'annonce un début de grossesse spontanée. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir vous le partager parce que c'est vraiment le premier entretien que j'ai fait en tant que consultante autour de la préconception.
Ensuite, j'ai vu une femme de 28 ans qui a eu un accouchement traumatique. Alors, je vous passe les détails, j'essaye de faire vite. Extraction, hémorragie de la délivrance, des problèmes au niveau du périnée. Elle vient me voir en postnatal suite à ces problématiques de périnée avec des douleurs au moment des rapports. On a fait 2 séances ensemble et lors de la 2e séance, ce qui est ressorti chez cette femme qui avait un parcours d'assistance médicale à procréation avec une FIV à la base, elle m'a dit j'ai délégué mon corps à l'équipe médicale lors de mon parcours d'AMP et j'ai l'impression d'être à côté de mon corps. Donc tout le travail d'accompagnement qu'on a fait ensemble, ça a été vraiment d'essayer de faire qu'elle reprenne sa souveraineté. Ce qui ressortait beaucoup, c'était ça. C'était je suis à côté de mon corps, je suis plus à l'intérieur et j'ai vraiment envie de reprendre ma souveraineté, mon intégrité. Et ce besoin a été exprimé, émotionnellement parlant aussi, et derrière, ça lui a permis de se sentir bien mieux. La préconception, en fait, on peut être en couple, on peut être seul. Moi, j'accompagnais beaucoup de femmes ou d'hommes seuls, en fait, qui avaient contacté une âme ou qui avaient un pressentiment qu'il va y avoir un bébé. Ils disaient, mais je suis seule, je suis pas en couple. Et en fait, de manière assez spontanée, derrière, il y avait un couple qui se formait et hop, la grossesse arrivait. L'entrée en préconception, parfois, ça vient aussi avec le questionnement de j'arrive à la quarantaine, j'aimerais avoir un enfant, j'en ai pas. Et du coup, il y a un questionnement parce qu'il y a des peurs autour de ça. Et pour moi, c'est vraiment important, en tout cas, de lever. Pour moi, ça n'est qu'une croyance, vraiment qu'une croyance, et que la fertilité en soi, en fait, comment dire, dans notre société, on pourrait dire que ce serait avoir un enfant tard. Mais parce que c'est considéré comme étant parce que ce serait le premier. Mais dans la réalité, en fait, nos grands-mères qui avaient, nos arrière-grand-mères qui avaient une ribambelle d'enfants, elles commençaient à peut-être 20, 22, 23, 24. Mais en fait, derrière, elles en avaient 10. Donc en fait, à 40 ans et jusqu'à 45 ans, parfois, elles avaient des grossesses et des enfants. Donc c'était un contexte complètement autre. Mais là, on se posait pas la question de l'âge, en fait. Du coup, c'est un point de vue vraiment, voilà, au niveau de la croyance. Ouais, c'est vraiment une histoire de croyance parce qu'on peut avoir tous les cas de figure. Et j'ai déjà vu un couple un jour venir plutôt vers une interruption volontaire de grossesse, alors que la femme avait 48 et lui 50. Donc c'est possible en fait s'il y a de l'amour dans ce couple. C'est plus l'amour dans le couple qui va faire que ça va se faire très facilement. Et parfois de façon assez surprenante, parce que là pour le coup c'était pas forcément attendu puisque malheureusement ce couple est allé vers cette démarche-là. Mais moi ce que j'ai observé c'est que la peur va bloquer, l'amour va ouvrir. C'est vraiment aussi simple que ça en fait. Et après, qu'est-ce qui fait que ça sera plus ou moins simple? On peut aller encore sur plein de petits points de détail qui font que c'est pas le bon moment. Voilà. On dit chacun avec nos mots, mais finalement, on observe la même chose. Mais ce qui est certain, c'est que s'il y a vraiment beaucoup d'amour dans le couple, si le cœur est là, et qu'il y a un désir, qu'il soit conscient ou inconscient, qu'on ait une contraception ou pas, en fait, tout est possible et là. Ce bébé qui arrive parfois à l'improviste, il a un message à passer, ça c'est clair. Que ça se termine avec une IVG ou que ça se termine avec une naissance, avec un bébé qui finalement est attendu, même si au départ il était plutôt le bébé surprise. Enfin, peu importe la façon dont ça se déroule et à quel âge on est en fait. Et tu parlais de choix, c'est vrai que après derrière, oui, qu'est-ce qu'on fait de cette grossesse qui arrive à l'improviste ou pas bon. Mais l'âge, peu importe l'âge, vraiment. Enfin, moi, je vois vraiment des cas de figure vraiment extrêmes.
avec parfois des femmes aussi qui me disent oh là là mais j'ai 45 ans, je suis enceinte. Alors ok, là c'était pour le coup une grossesse souhaitée, désirée, mais tous les professionnels de santé disaient oh là là mais c'est à risque de ceci, à risque de cela. Donc elle a dû affronter toutes les peurs extérieures en fait. Il y a aussi ça parfois. Mais comme elle est restée bien centrée et ancrée sur ce qu'elle voulait, elle est allée au bout avec une grossesse physiologique, un accouchement physiologique, tout s'est super bien passé pour elle, puisqu'elle était, elle avait sa souveraineté, il n'y avait pas de problème en fait, et personne ne pouvait l'influencer à l'extérieur. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération, parce que tu parlais d'éducation tout à l'heure, notre éducation, c'est beaucoup de jeux d'influence, c'est beaucoup de choses qui peuvent aussi impacter sur est-ce que ça va être harmonieux ou disharmonieux pour nous. Ouais. Sans compter qu'elle ferme aussi sur ces grossesses, comment on appelle ça, gériatriques, c'est ça? Oh là là, quelle horreur! C'est horrible, mais ça fait partie des mots qui sont utilisés dans le jargon. Ah, alors, moi, c'est la première fois que j'entends grossesse gériatrique. Alors, peut-être qu'il y en a qui s'amusent à dire ça. Je sais qu'en assistance médicale à la procréation, à 30 Vallées, les médecins disaient que les femmes étaient vieilles, que les ovaires étaient, voilà, que les ovaires étaient foutus, que c'était trop tard. Non, mais c'est horrible, c'est horrible. Alors, c'est sûr que ça, par contre, souvent je contrebalançais, je disais mais comment vous pouvez dire ça aux femmes qui déjà sont en difficulté et en plus vous leur rajoutez un truc en plus qui fait que de toute manière elles sont incapables. C'est horrible de dire que quelqu'un est incapable. Et dans la préconception, même quand on fait des recherches autour d'ouvrages ou même de s'informer sur internet, on en vient tout de suite aux préconisations médicales en fait, juste voir vous êtes en bonne santé. Enfin c'est vraiment pas depuis l'espace que nous on ouvre, où c'est prendre soin, prévenir, créer, se questionner, se positionner et réfléchir cette famille. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que justement, il y a des traumatismes qui sont créés de toutes pièces, qui viennent appuyer peut-être déjà sur des blessures antécédentes, mais oui, parce que ça touche l'émotionnel quand un médecin vous dit quelque chose comme quelque chose vraiment qui est figé et qui ne peut pas changer. C'est comme, j'allais dire, on pourrait prendre un cancer aussi quand on vous dit vous allez mourir au bout de 4 mois. Alors que non, en fait, je prends des détails aussi extrêmes pour dire qu'effectivement, il y a un gros boulot côté soignant aussi pour que ça change. Je vois comme c'est difficile là. J'aurais aimé avoir des consoeurs sages-femmes ce soir aussi, par exemple. Donc il y a du boulot côté soignant et côté formation des soignants pour mieux soigner encore derrière, ou en tout cas, je préfère dire accompagner et prévenir plutôt que soigner, ça serait encore mieux aussi. Mais il y a encore du boulot à ce niveau-là. Dans les derniers couples que j'ai accompagnés, franchement, en tant que doula, j'ai l'impression de devoir récupérer comme ça des espèces de flèches empoisonnées qui ont été lancées simplement dans des visites dans des milieux hospitaliers par exemple, ou en cabinet. Et quand on est à la maison et qu'on écoute qui se dit, avec des diagnostics qui ont été ensuite invalidés, donc peut-être que des parents qui sont complètement perdus, qui sont plongés dans la peur. Oh là là, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Oui, c'est comment construire ou déconstruire, ou plutôt, enfin oui, il y a aussi une histoire. Oui, je vois ce que tout à fait en fait, ça a été pas mal une partie de mon combat aussi que de récupérer des choses comme ça, effectivement, souvent en fait quand vous avez un soignant en face de vous, quelles sont ses peurs, quelles sont les peurs de ce soignant, et ça va aussi impacter sur la personne qui est en face. Donc pour bien soigner ou accompagner, ça part de où on en est soi, et si soit on n'est pas au clair avec ça, et si on ne voit que les risques de ci, de là,
c'est sûr que ça va impacter sur la personne qui est en face et ça va limiter aussi ses choix. On est d'accord, mais oui, il y a du boulot. Et d'où l'importance en fait de toute cette spécificité autour de la préconception, parce qu'en fait c'est une question qui ne regarde que 2 personnes, voire 3 quand on y croit. C'est le couple avant tout, et de pouvoir se questionner soi, et après de faire un choix d'être accompagné ou pas pour pouvoir cheminer, se questionner, être soutenu, et par les bonnes personnes qui nous parlent en fait, avec lesquelles on se sent en sécurité, en confiance, et qui vont vraiment venir soutenir le chemin. Et c'est vrai que ouais, on en a plein des histoires comme ça d'injonctions qui ont été posées à un moment donné et qui se créent en croyance et qui s'intègrent au niveau cellulaire et ADN. Donc, mais après, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à sortir de ce schéma dont je parle beaucoup dans les entretiens, qui est le triangle de Karpman, avec la victime, le bourreau, le sauveur. Si on arrive à sortir de cette façon de communiquer là, qu'on soit soignant, soigné, qu'on soit accompagnant, peu importe, si on arrive à observer avec un peu plus de hauteur ce qui se joue dans une conversation, on peut ne pas être impacté émotionnellement par ce qui est dit en face, on peut ne pas croire, comme tu dis, hein. C'est vraiment ça qui est important, c'est est-ce qu'on y croit ou pas, est-ce qu'on rentre dans le jeu victime bourreau sauveur ou pas. Et moi, ce que j'ai pu observer aussi, c'est que les couples, si on va sur le côté plus un peu spirituel, ils ont l'accompagnement dont ils ont besoin à un instant T, et si ça ne leur convient pas, ils peuvent aller en chercher un autre. Qu'est-ce qui fait qu'ils restent dans ce type d'accompagnement? Est-ce que justement ce type d'accompagnement les sécurise ou pas? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi tel professionnel ou tel accompagnant? Tout est juste. Pour moi, en fait, de ce que j'ai pu constater, tout est juste. Et même au moment de la naissance, qu'est-ce qui fait que on va tomber sur une équipe telle que celle-là ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on va rester dans la physiologie ou qu'on va aller vers une césarienne? Et quand je regarde a posteriori ce qui s'est passé et le profil de personne que j'ai en face, tout est juste. J'ai une petite question, mais je sais pas si elle va bien maintenant ou plus tard. Bah, tu peux la poser maintenant, puis on verra si on la garde pour plus tard. Par rapport à la symphonie et au fait d'en prendre en préconception et pendant les premiers mois de grossesse. Et du coup, je suis curieuse d'avoir vos 2 points de vue, et plus s'il y a, et si on la prend pas, enfin si on prend pas, est-ce qu'il y a des risques? Si on prend, est-ce qu'il y a des risques? Sachant que je suis plus en mode, j'écoute beaucoup de podcasts sur les accouchements, les enfantements libres et autonomes. On est 2 dans l'aventure, donc ce sera pas le cas pour le premier. Et du coup, voilà, plus vers cette souveraineté, d'avoir conscience de chaque chose et de pouvoir vraiment poser la question en ayant un choix plein, c'est-à-dire conscient de ce que c'est. Et pas de me dire, ok, le professionnel médical m'a dit de prendre ça, donc je vais le prendre. Comment ça? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut réussir à être plus intuitif. Plus on va réussir à être intuitif, plus on saura si on a besoin de telle ou telle chose. Pour l'alimentation, si on redevenait comme des bébés, en fait, on a une intuition et parfois on l'a perdue. Et c'est dommage parce que notre intuition, elle nous guide. Elle nous guide sur quels sont nos besoins alimentaires du moment, quels sont nos besoins en termes émotionnels, de désir ou autre. Voilà, tout part de l'intérieur de soi et pas de l'extérieur en fait. Si vous attendez de l'extérieur, vous allez avoir une personne en face de vous qui va parler avec ses propres filtres et ses propres croyances. Donc partir de soi, ça vous donnera quelque chose de beaucoup plus juste si ça part de l'intuition. Alors après, il faut distinguer l'intuition qui vient de là et pas l'intuition qui... Parce que là, c'est pas l'intuition quand on est dans le mental, en fait. Quand vous vous posez une question, la réponse, elle est instantanée.
S'il y a quelques secondes qui se passent entre la question et la réponse, c'est que vous êtes là-haut et pas ici. Ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place au fur et à mesure qu'on avance. Ouais, c'est une pratique en fait. Et donc, concernant l'acide folique, ma foi, moi souvent, je pose plus de questions que je n'ai de réponses. C'est-à-dire que je me dis, l'acide folique est arrivé à un moment donné dans la médecine, pour quelle raison ? Parce que on s'est rendu compte dans une étude que ça pouvait éviter ce qu'on appelle des spina bifida. Donc c'est un problème de fermeture de la colonne vertébrale sur le bas de la colonne vertébrale. Et donc il y a une étude qui est sortie qui a dit grâce à l'acide folique, le fait que les femmes soient carencées, elles ont un risque de spina bifida. Si elles sont pas carencées, on a moins de risques. Donc on met en place pour tout le monde l'acide folique. Je ne saurais pas vous dire de quand date cette étude, je ne l'ai pas en tête. Mais aujourd'hui, entre le moment où ça a été instauré et aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus, alimentairement parlant, de ressources. Alors après, on pourrait parler de la qualité des aliments aussi d'aujourd'hui, en fonction de où ils viennent. Mais cet acide folique, en fait, il était peut-être nécessaire à un moment où la population n'était pas forcément bien alimentée. Aujourd'hui, est-ce que c'est mieux et est-ce que c'est nécessaire? Donc, moi, j'ai plus d'interrogations que de réponses pour vous dire est-ce que ça vaut le coup que ce soit systématisé ou pas, en fait. Moi, j'estime que si vous avez une bonne qualité alimentaire, que vous allez sur toutes les ressources et que ça vient peut-être de votre potager plus que du supermarché, vous aurez moins de risques qu'une autre personne, ça c'est sûr. Enfin, je reste là-dessus. Oui. Faire fonctionner son bon sens aussi. Plus que quelque chose d'automatisé. Merci pour cette question et moi j'appuierais juste ce que tu viens de dire. En fait, moi il y a toujours qu'une question qui est là pour tous les parents et pour tous les accompagnements, c'est qu'est-ce qui est juste pour vous en cet instant. Et pour nommer que quand on a plusieurs enfants, en fait, il y a des choses qui vont être justes pour le premier, puis ça va changer pour le deuxième, puis pour le troisième, et puis ça va évoluer au fur et à mesure. Mais dans cette question-là, pouvoir voir est-ce que ça vient d'une peur en toi, et si ça vient d'une peur ou d'une inquiétude, de pouvoir respirer avec et juste prendre un temps. Si là, par exemple, tu fermes juste les yeux, si vous fermez les yeux, vous respirez et vous demandez en fait acide folique ou pas, qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Et parce que où ça serre, où ça expand, par exemple. Ouais. Après, tout dépend de votre capacité. Est-ce que c'est du clair-ressenti, la clairaudience, la clairvoyance, en fonction de la capacité qu'on a, on va sur divers plans. Ok. Merci. Et ça fait quand même partie d'un système de prévention. Et toute notre médecine est quand même basée sur de la prévention. Donc, ouais, c'est intéressant de pouvoir voir d'où ça vient et comment tu vous positionner avec ça. Ouais. Plus vous aurez la connaissance de où vient tel protocole médical, par exemple, pourquoi est-ce qu'on instaure tel protocole, d'où il vient, quelle étude a été faite là-dessus, est-ce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité ou pas, je suis sûre que vous aurez beaucoup plus de connaissances que certains professionnels de santé qui restent sur des acquis parfois qui sont très anciens en fait. Et est-ce qu'il y a une remise en question de ça à un moment donné ou pas En tout cas, merci pour ta question, Victoire, parce que ça illustre exactement ce qu'on nomme en fait le fait de se poser une question et d'aller chercher de l'info pour pouvoir faire un choix éclairé. Et c'est vraiment tout le processus de ce pourquoi c'est important d'être en lien, d'être en tissage, qu'on soit accompagné ou pas, ou en communauté, et de s'informer pour faire ses choix depuis un espace éclairé et se positionner pour le meilleur pour vous et pour votre bébé. Est-ce que vous avez eu des adultes qui sont venus avec une question qui n'est pas d'ordre physiologique ou de peur ou émotionnelle, mais une question autre, comment vous pouvez m'aider à me positionner par rapport en tant que parent, ou me positionner quel est mon rôle, comment je peux rentrer en lien avec cet enfant et je suis là pour quelle raison, quoi. Ouh, ça fait beaucoup de questions.
Ben oui, bien sûr, Pierre. Dans l'exemple que je donnais avec l'hippocampe et l'océan, c'était un atelier même, un groupe qui était vraiment avec plusieurs couples et parents qui étaient en préconception et qui justement en fait voulaient donner, enfin la manière de donner du sens d'accueillir un enfant, parce qu'en fait il peut y avoir, j'ai remarqué qu'il y avait deux postures. C'est soit ça venait d'un désir intérieur des couples, soit c'est vraiment des couples qui se positionnent en Graal, en yin-yang, et qui, le désir ne vient pas de l'intérieur, mais ils sentent l'appel d'un être, d'une âme, et ils sont appelés à devenir mère ou père. Et c'est vraiment deux postures et deux entrées différentes dans la préconception, dans la grossesse. Donc oui, il y en a beaucoup qui, comme pour donner plus matière aussi, viennent vouloir communiquer avec l'âme, ou viennent... Il y a une réalité aussi qu'on n'a pas parlé, c'est qu'au moment de la grossesse, en fait, vu qu'il y a toute une ouverture entre le conscient, subconscient, inconscient, enfin on pourrait rentrer dans beaucoup de détails, mais où il y avait vraiment une ouverture de conscience qui peut être proposée. Il y a beaucoup de parents qui n'étaient pas du tout dans des questions métaphysiques, qui au moment de la grossesse ou en préconception ont des expériences qu'ils ne peuvent pas expliquer, comme de rêver, de rêver leur enfant, de dire j'arrive, prépare-toi papa, j'arrive, ou enfin vraiment des expériences inconnues pour eux. Et en effet là, j'ai été mis sur ils ont été mis sur mon chemin, ou par le biais de bouche à oreille, pouvoir échanger en fait dans une normalité, se questionner autour de ça et se positionner face aux informations qu'ils reçoivent à travers pas mal de rêves quand même. Ça passe souvent par là, mais ouais. Information yoga du là, on m'a parlé d'harmonie dans le couple, de l'amour, de quelque chose de très serein, etc. Et nous, c'est chaud patate, comment on s'embrouille, on se prend la tête comme... Enfin, en plus, on est en train d'acheter une maison, on vient d'avoir la réponse positive pendant le rendez-vous, et en fait, pendant l'atelier là, et ces dernières semaines, c'est plus en mode mais est-ce que c'est avec lui que je vais acheter une maison? Est-ce que c'est avec lui que je vais avoir un bébé? Est-ce que c'est avec elle que je veux acheter une maison? Bah oui. Et du coup, c'était un peu, mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on devrait être serein et tout? Ou est-ce que, en fait, je pense qu'on a besoin d'être rassuré que ça va? Ouais. C'est pas bien. Alors, bienvenue dans la préconception. Merci. C'est pas pour rien que j'ai mis le mot harmonie, parce que justement on ouvre. C'est super intéressant. Après, je pense qu'on aurait plein de réponses à donner. Isabelle, elle se marre pas mal aussi derrière. Juste en fait, faut savoir que quand on se prépare et qu'on s'ouvre comme ça, c'est comme s'il y avait toute notre histoire de lignée, toutes nos histoires intérieures, tout ce qui était pas accessible et qu'on se disait oui, on verra plus tard dans le couple, qui vient et qui juste te saute au visage tranquillement. Et tu rentres dans tout un moment vraiment. Et actuellement, j'accompagne plusieurs couples qui sont vraiment au bord de la séparation ou au bord du grand questionnement. Et je me souviens de mon ami qui m'a dit alors, où on se sépare, ou on est en préconception. Je n'arrive pas à savoir. Donc, juste pour vous dire que c'est tout à fait normal. Et bénédiction à ça, parce qu'en fait, c'est parce qu'on vient soulever tout ça que ça n'arrivera pas quand vous aurez un bébé qui dort pas beaucoup, ou voilà, c'est le bon moment. Je pense que ça va faire 4 ans qu'on est ensemble et il n'y a jamais eu... Enfin, ouais, on a traversé des trucs costauds et on s'est toujours dit c'est cool, on traverse, c'est trop bien. Et là, depuis quelques semaines, c'est en mode... Viens, on se sépare. Et à côté de ça, on est en train de... Là, on a appris qu'on allait acheter la maison. J'ai l'impression d'être bipolaire, quoi. D'avoir le choix de est-ce qu'on se sépare? Et de, ok, on a acheté la maison, on est dans les 9 mois avant la préconception, donc le bébé met en place ce qu'il a envie. Et on ouvre l'espace, mais... Ah ouais, la bipolarité, c'est... C'est fou de s'embrouiller, enfin, c'est fou et c'est complètement logique, hein, mais
sur des choix aussi importants qui engagent l'autre. Et c'est logique, hein, que c'est des accents en bruit, mais du coup, ouais, ça fait un peu ce truc de bipolarité ça fout plus la merde et du coup, c'est plus difficile, alors que c'est les plus grands choix qu'on doit faire, quoi. Ouais. Est-ce qu'il peut être intéressant? Bah, moi, ce que j'avais envie de dire, c'était si vous y arrivez à certains moments de sortir un petit peu de votre état émotionnel du moment, parce que c'est c'est de dire bon, bah, derrière ça, y a-t-il une peur? Et quelle est cette peur? Voilà, juste peut-être déjà ça, d'identifier les peurs qui font que j'y vais pas. Qu'est-ce qui fait que c'est conflictuel comme ça? Après, moi j'utilisais pas mal aussi les blessures de Lise Bourbeau qui m'aime bien aider sur plein de points pour aider les couples aussi à voir dans quelles blessures ils sont là actuellement, identifier ça, voir à quoi ça nous renvoie, réussir à ni s'accuser ni accuser l'autre. Bon, sur le couple, on aurait beaucoup de choses à dire au niveau relationnel. Ouais, il y a de quoi faire. Mais il y a aussi cette question de qui parle quand vous êtes en train de nommer quelque chose ou voir que vraiment il te saoule grave avec un truc, de vraiment pouvoir voir, mais en fait c'est qui parle là, dans la lignée en fait, c'est qui est en train de se dire putain c'est vraiment un con et vraiment d'aller retrouver en fait et juste du coup se désidentifier parce que vraiment au niveau de l'ADN, au niveau cellulaire, vraiment tout s'ouvre en fait pour mettre en lumière vraiment la grossesse. C'est un pas d'initiation pour faire une grande guérison, une grande élévation de conscience, une grande ouverture de cœur, de corps. Et quand on est dans le chemin de conscience, et a priori c'est votre chemin, bénédiction, et ben ça demande du courage quoi. Ça demande que le cœur soit à l'ouvrage entre vous et puis quand ça devient trop sérieux, essayez d'en jouer un petit peu plus, de réussir à dédramatiser un petit peu sur une situation donnée. Par exemple, rien qu'avec mon compagnon, parfois on dit tiens toi sors de ce corps parce que ça nous renvoie à notre père, à notre mère, comme tu le disais. Hein. Voilà, réussir à en jouer un petit peu et à voir d'où ça vient, identifier d'où ça vient, c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que c'est précieux. Merci d'avoir posé cette question parce que en effet on parle d'harmonie, mais c'est parce qu'on sait que c'est le bordel derrière en fait. Que quand consciemment on ouvre à ça, ben ça peut être complètement harmonieux. Hein. J'ai pas envie de faire de généralité, mais il y a quand même cette réalité que, on fait les plus grands choix en fait, et puis on rentre dans cette ère de la grande responsabilité. Et franchement, en général, on n'a pas envie d'être responsable. Donc il y a toutes les petites voix là de petits garçons, de petites filles qui disent oh pitié non, et qui veut échapper en fait à cet espace de responsabilité intérieure. Et c'est vraiment le passage à l'adulte. Et en fait, vu que dans notre société, on n'a plus de rituel de passage à l'adulte, c'est souvent quand on devient parent qu'on passe ce passage à l'adulte. Avant, on est un ado pendant très longtemps. Et en fait, ce passage, il se fait en même temps, en fait. Et du coup, c'est un peu beaucoup.